Bonjour à vous et bienvenue dans le 187e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de la 3e caméra, album qui nous plonge à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, que l'on doit au scénario de Cédric Apicyan, au dessin de Didier Rodier et c'est édité chez Glénat dans la collection Millefeuille. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, les Météores, bel album au format à l'italienne que nous devons au scénario de Jean-Christophe Devenet, au dessin de Tommy Redolfi et le tout est édité chez Delcourt. Je parlerai ensuite du 2e tome de la série Inoubliable dans lequel Fabien Toulmé nous raconte 6 tranches de vie, un titre édité chez Dupuis. J'aborderai aussi la sortie du 7e tome de la série Les Aigles de Rome, une série que l'on doit au talent de l'auteur d'origine italienne Enrico Marini et aux éditions d'Argo. Il sera temps ensuite de vous parler d'Eurydice, adaptation audacieuse de cette histoire qui appartient à la mythologie grecque, que signe Lou Luby au scénario, Solène Guivre au dessin et qui est édité chez Delcourt elle aussi. C'est ensuite l'avocate Anne Bouillon que l'on va suivre dans un album intitulé Les femmes ne meurent pas par hasard, que l'on doit au scénario de Charlotte Rothman, au dessin de Lison Fernet et qui est publié aux éditions Stenkiss. Enfin, je terminerai par la réédition en intégrale du sublime Spirou que l'on doit à Émile Bravo, baptisé L'espoir malgré tout, un titre incontournable paru aux éditions Dupuis. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est à Berlin en 1945 que je vous emmène dans cet épisode pour vous faire découvrir un album qui mélange très habilement la fiction et la réalité, la 3e caméra, titre que l'on doit au duo Cédric Apicyan pour le scénario et Didier Rodier pour le dessin. Si vous connaissez un peu votre histoire, vous savez qu'en 1945, la capitale allemande n'est plus qu'un champ de ruines, que les soviétiques et les américains s'y sont installés pour mettre définitivement fin à l'épisode historique le plus douloureux du siècle dernier. Voilà ainsi posé le contexte de l'histoire que je m'apprête à vous présenter, une histoire dont la couverture rouge avec cet homme énigmatique qui tient un appareil photo à hauteur de visage attire déjà l'attention. Cet homme en question faisait partie de ce que l'on appelait les Propaganda Companions, les PK, des hommes dont l'objectif était de suivre les dignitaires du Reich et de l'armée allemande afin de documenter en photo, vidéo et en son le quotidien de l'époque. Le plus célèbre d'entre eux, un certain Walter Frenz, est celui qui a servi de référence pour le récit qui nous intéresse, lui dont les photos sont restées célèbres après-guerre, car il était devenu en 1939 le photographe privé d'Hitler. C'est que si la Seconde Guerre mondiale s'est jouée sur de nombreux terrains de bataille, un nouveau front s'ouvre à cette époque, celui de la bataille médiatique, et c'est là que les PK ont pu jouer un rôle primordial à l'époque. Dans l'ouvrage, celui qui nous intéresse se présente sous l'identité d'un certain Egon Krabbe. Cet état civil, on le découvre au moment où il se fait arrêter par des soldats américains qui vont l'enfermer et tenter de percer le mystère de ce personnage. En 1945, il est encore en Allemagne et s'est mis à la recherche d'un certain Strauss, dont on comprend au fil de la lecture la raison pour laquelle il voulait mettre la main sur cet homme qui fut un gradé de l'armée du Reich pendant la guerre.
C'est à ce moment-là que l'on découvre le concept qui donnera le titre à cet album, cette fameuse 3e caméra, appareil photo que les PK avaient sur eux, mais qu'ils dissimulaient, leur servant à prendre en photo le quotidien banal ou peu glorieux d'une Allemagne nazie qui souhaitait maîtriser sa communication de A à Z. On comprend alors que le crabe en question a sur ses pellicules de quoi faire chanter certains anciens dignitaires du régime et que lui-même a une quête bien précise que l'on comprend arriver à la fin de cet album. Mais la grande force de ce titre est aussi la façon avec laquelle il nous dépeint cette Allemagne en ruine dont les habitants, surtout les femmes, sont devenus des victimes de la barbarie russe qui fait du viol une arme au service de leur vengeance. On découvre ainsi Elke, jeune fille au crâne complètement rasé, qui forme avec certains de ses camarades une armée de l'ombre qui agit dans la clandestinité pour faire payer aux Russes et aux Américains les ravages qu'ils ont commis dans leur pays et accessoirement garder bien vivante l'idéologie nazie. C'est d'ailleurs le dénommé Strauss qui est à la tête de ces Werwolf, cette unité de briques et de broc qui donne du fil à retordre aux militaires qui ont fait de Berlin une ville à ratisser et affamée en représailles à ce que les nazis ont fait subir au monde. Le scénario de Cédric Apicyan est de ce point de vue vraiment captivant, reposant comme je le disais sur un véritable fond historique mais développant des personnages vraiment intéressants dont la psychologie apparaît au fil du récit. Ce scénario est servi par le dessinateur de l'impressionnant La Bombe, Didier Rodier, un dessin où le trait précis et maîtrisé de ses protagonistes vient se mêler au chaos ambiant qui règne dans Berlin pour livrer un graphisme étouffant qui sert particulièrement le récit. Les couleurs froides et sombres, que l'on doit à Élise Follin, finissent de renforcer cette impression, relevant aussi avec brio ce dessin qui finit de faire passer un véritable bon moment de lecture. Conclu par un dossier historique vraiment passionnant, signé Nicolas Ferrard, accompagné par de nombreuses photographies d'époque, nous avons là une bande dessinée complète et captivante que j'ai pris plaisir à lire d'un trait. Ce sont les éditions Glénat, dans sa collection Millefeuille, qui publient ce superbe album qui s'étend sur 152 pages et qui est arrivé le 16 octobre dernier en librairie, un gros coup de cœur pour ma part, que je vous recommande chaudement. Deuxième partie de ce podcast, dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Gros coup de cœur pour commencer cette revue des sorties pour un joli bébé de plus de 300 pages au format à l'italienne et baptisé Les Météores, sous-titré Histoire de ceux qui ne font que passer. Comme le sous-entend cet album, nous allons plonger dans le quotidien somme toute banal de multiples personnages dont on s'aperçoit au fur et à mesure que l'histoire avance qu'ils sont en lien les uns avec les autres. Mais ce n'est pas là l'essentiel de ce récit. Ici, il est question justement de découvrir ces personnes ordinaires qui au quotidien tentent tant bien que mal de vivre dignement dans un monde qui ne leur a pas fait de cadeau. C'est ainsi qu'après une petite introduction ou échange de jeunes gens désœuvrés par l'ennui, nous découvrons Holly, infirmière à domicile, qui attend son bus en compagnie de Floyd, deux des personnages principaux de cette histoire. Holly est d'ailleurs la mère d'Elijah, l'un des deux jeunes du début. Exceptionnellement, elle emprunte le bus car sa voiture est au garage et se rend chaque matin inlassablement au domicile des patients pour qui elle est une présence à la fois régulière et rassurante. C'est ainsi qu'elle nous fait découvrir Maggie, vieille dame vivant dans la solitude, qui aime prendre son café devant le soleil et qui sait trouver les mots pour rassurer Holly, créant avec elle une relation privilégiée qui lui fera dire qu'on a tous notre importance dans la vie, tous notre rôle à jouer. De son côté, Floyd travaille chez Aeki avec sa grande carcasse et son côté grand enfant malgré son âge avancé. Il est différent de cette humanité qui l'entoure, lui qui dit à qui veut l'entendre que dans la journée, il a souvent des blancs. Magasin de meubles, qui est le pendant d'Ikea, chez Aeki travaille aussi la jolie blonde Kazé, elle qui en prenant un jour par la main un certain Don, moustachu sans histoire qui s'ennuie dans la vie avec sa femme, fera naître chez lui une autre vie possible. Comme je le disais d'entrée, Les Météores est un ouvrage parfaitement bien construit, que nous devons au scénario de Jean-Christophe Devenet qui fait réfléchir sur ce monde qu'une grosse météorite semble aussi mettre en péril.
en donnant de l'humanité à ses personnages, même celles et ceux dont les défauts agacent le lecteur. Il souligne combien notre existence peut être fragile et combien ce lien qui nous unit est aussi ce qui fait la force du genre humain. Comme sur Empire False Building, c'est à Tommy Ridolfi qu'il a confié son scénario, lui dont le dessin simple et plein de justesse fait passer ici un très bon moment de lecture sur l'ensemble de l'ouvrage. Grâce à un sens du cadrage bien à propos, à un découpage dynamique en dépit d'une histoire qui sait prendre son temps et à des personnages qu'il campe parfaitement bien, il apporte un côté très cinématographique à cet album qui sait installer une ambiance du début jusqu'à la fin. Belle surprise qui nous arrive des éditions Delcourt et qui est disponible depuis le 16 octobre dernier en librairie, nous avons là un album poignant et captivant que je vous recommande plus que chaudement. Le moins que l'on puisse dire avec Fabien Toulmé, excellent auteur dont j'aime toujours autant l'univers, est qu'il a trouvé un nom pour sa nouvelle série qui colle parfaitement bien avec le propos. Inoubliable, nom de cette série, nous propose des portraits de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui ont vécu dans leur existence un moment charnière qui l'a donc rendu inoubliable, voire même central. C'est qu'il est comme ça, Fabien Toulmé, avec son dessin simple et généreux, il aime s'intéresser à l'autre, n'hésitant pas parfois à parcourir le monde pour nous montrer combien celui-ci est vaste et combien le destin d'une personne à l'autre bout de la planète peut être universel. Bref, si vous me suivez, vous connaissez déjà la série Inoubliable, car je n'avais pas manqué l'an passé de vous parler du premier tome, dans un album qui regroupait plusieurs petites histoires, un format qu'il garde pour cette deuxième livrée. Ici, ce sont 5 petits récits que l'on retrouve, chacun faisant entre 20 et 40 pages, des récits qui démarrent par l'histoire de Julie, femme de 41 ans d'origine suisse. De son côté, elle nous raconte ce jour où, partie faire du ski avec son mari, elle s'est retrouvée ensevelie sous un amas de neige après qu'une avalanche se soit déclenchée alors qu'elle faisait du hors-piste sans le matériel adéquat. C'est l'expérience imminente de la mort qu'elle nous raconte ici, elle qui a d'abord été gagnée par le sentiment d'injustice avant de se laisser glisser en douceur vers cette fin, regrettant d'abandonner son mari et ses 2 enfants. La mort est largement présente aussi dans le quotidien de Bohdan, un Ukrainien de 40 ans, stationné dans la région de Donetsk, lui qui est passionné par la photo et qui est ingénieur en construction et qui a vu son destin basculer avec l'invasion de la Russie dans son pays en 2022. Dans un récit qui clôt l'album, il nous raconte le cheminement qui l'a amené jusque dans les tranchées où il risque sa vie en permanence pour défendre son pays contre l'invasion russe, l'éloignant de son quotidien et de sa famille. Dans cet album, on retrouve aussi Bruno, qui nous parle de son coming out, de Kevin, chanteur qui intervient auprès des personnes âgées en EHPAD, ou encore Cynthia et de son ex-petit ami tyrannique, qui était violent avec elle au quotidien, 5 histoires très fortes et bouleversantes. C'est d'ailleurs la force de cette série, proposer des moments forts en émotion au sein de courts récits dont chaque histoire est dominée par une bichromie dans le style si caractéristique de l'auteur orléanais. Son dessin simple en apparence ne fait pas l'impasse sur l'émotion qui émane de chacun de ses protagonistes en resserrant les cadres ou en immergeant le lecteur au sein de ses tranches de vie, il sait les rendre universelles pour partager ses expériences. Comme pour le premier tome, ce sont les éditions Dupuis qui publient cette agréable série, un deuxième tome qui devrait être suivi d'un troisième, puisqu'un appel à témoins est de nouveau présent en fin d'ouvrage pour partager à votre tour vos histoires inoubliables avec Fabien Toulmé et l'ensemble de ses lecteurs. Enrico Marini fait partie de ces auteurs européens capables de produire des séries à grand spectacle dans lesquels on se plonge comme on se plongerait dans un film sur grand écran. Avec les Aigles de Rome, depuis 2007, il nous emmène régulièrement dans la Rome antique, faisant de la conquête du territoire germanique le centre névralgique d'une série où il y introduit tous les ingrédients d'une grande saga dont le 7e titre vient de sortir en librairie. De la violence, du sexe, des trahisons, des combats à n'en plus finir qui s'étalent parfois sur une pleine double page, voilà dans quoi on est embarqué depuis maintenant 7 épisodes avec toujours le même plaisir de se plonger dans le nouveau venu dès qu'il arrive en librairie.
Dans le livre 7, nous sommes en 15 après Jésus-Christ, à un moment où l'armée romaine est de retour en force sur les terres de Germanie, bien décidée à prendre une revanche dont on se doute qu'elle se soldera dans le sang. Pour rappel, à travers les figures des deux personnages principaux qui ont été élevés ensemble et qui étaient amis, c'est l'affrontement de deux camps qui se matérialisent avec d'un côté les Romains et de l'autre les peuples germains unifiés. Cette unification est voulue par celui qui s'appelait Arminius quand il était à Rome, prisonnier dans un premier temps, puis citoyen romain, et qui est revenu sur la terre de ses ancêtres se faire appeler Hermanheimer. Dans le corps romain, celui que l'on suit et qui figure en couverture de ce 7e opus s'appelle Marcus Valerius Falco, lui qui revient en grâce dans ce nouvel épisode, bien décidé aussi à libérer son fils Titus de son adversaire qui le retient prisonnier. Ayant mis la main sur une cargaison d'armes qui pourrait bien finir de convaincre les différentes tribus germaines de se ranger derrière lui, Hermanheimer est bien décidé à faire mordre la poussière à celles et ceux qui veulent se mettre en travers de son chemin, à commencer par les Romains qui veulent s'installer en Germanie. De son côté, Marcus, en plus de vouloir récupérer son fils, a un compte à régler avec son ancien frère de lait qui a tué celle qu'il aimait avant de kidnapper Titus pour le garder auprès de lui. Ce grand spectacle est servi par le superbe dessin d'Enrico Marini, lui dont le trait est toujours aussi précis, fourmillant de détails et faisant la part belle à des scènes de combat épiques dont on ne se lasse pas au fil des tomes. La haine féroce que se livrent les deux personnages est une fois de plus servie par de magnifiques planches dont la mise en couleur à l'aquarelle participe grandement du plaisir que l'on a à se plonger dedans, un régal sans cesse renouvelé. Ce sont les éditions d'Argo qui publient Les Aigles de Rome, un nouveau tome sorti le 4 octobre dernier pour une série que je retrouve toujours avec le même plaisir. Depuis l'âge de 17 ans, le mythe d'Eurydice travaille la talentueuse Lullubie que l'on retrouve ici au scénario, un mythe qu'elle s'était promis de traiter un jour en bande dessinée et c'est chose faite avec un bel album sorti le 23 octobre dernier en librairie. L'ouvrage s'ouvre avec un long cortège funéraire qui accompagne la dépouille d'un jeune prince jusqu'au royaume des morts qui s'élève en plein désert, un cortège qui fait le voyage rempli d'offrandes pour assurer le paradis aux défunts. Au sein de ce cortège se trouve la jeune et belle Eurydice qui a échappé à celui-ci et qui souhaite se réfugier au sein de la cité creusée dans le désert, une cité dont elle va en découvrir les secrets. C'est Orphée qui va tomber sur Eurydice et la guider dans le dédale des rues d'une ville que nul ne connaît, hormis les habitants, une ville où vivent les dieux parmi les hommes, tout au moins le pense-t-on ainsi. Car cette Eurydice que nous a concocté Lullubie nous invite à la méfiance. Si effectivement Orphée semble avoir une voix que nul n'égale, pour autant il n'est pas plus dieu que n'importe lequel des mortels, y compris Hadès, le dieu de la mort, qui apparaît sous les traits d'un habitant lambda. C'est ici que réside toute la subtilité de cette Eurydice, admettre que les grands mythes ne sont que des histoires que les humains se racontent et entretiennent, n'hésitant pas à tromper leurs semblables et s'enrichir des offrandes des autres. Devant cette découverte, la douce Eurydice se laisse aller lentement mais sûrement sur le chemin de la mort, dépérissant de jour en jour aux grandes dames d'Orphée et de sa sœur Calliope, qui l'a recueilli chez elle. C'est Solène Guivre qui met en dessin cette très belle et très intelligente réécriture d'Eurydice, une version modernisée qui s'empare de certains des sujets actuels, comme les violences faites aux femmes, pour ancrer le mythe dans la société contemporaine. Le trait de Solène Guivre est d'ailleurs lui aussi dans cette modernité, dynamique avec de belles couleurs travaillées grâce au numérique, il s'adapte parfaitement bien à cette vision moderne d'une histoire dont on retrouve les grandes lignes si l'on connaît le mythe d'origine. Passionnante à suivre, cette Eurydice est une adaptation aussi belle qu'audacieuse, un titre sorti aux éditions Delcourt que j'ai pris grand plaisir à parcourir et que je vous recommande chaudement. Anne Bouillon est une avocate qui a décidé de défendre uniquement des femmes par conviction, elle qui tous les jours est confrontée avec ses clientes aux violences faites aux femmes, allant du harcèlement moral au quotidien jusqu'au féminicide. Pour Anne Bouillon, une violence est une violence et chaque femme a le droit de vivre le plus sereinement possible,
qu'importe qui elle est, et pour ce faire, elle s'est donné pour mission de représenter le mieux possible toutes les femmes qui franchissent le seuil de sa porte. Dans l'album Les femmes ne meurent pas par hasard, on en découvre quelques-unes de ces femmes qui ont été victimes de la violence des hommes, des portraits dont les noms ont été modifiés que nous propose la scénariste Charlotte Rothman. Que l'on soit une femme ou un homme, cet album est nécessaire à parcourir, il permet de se confronter à ce véritable problème de société dont les chiffres, qui sont rappelés en toute fin d'album, rappellent combien ces violences ne sont pas du tout anecdotiques. On démarre d'ailleurs cette plongée dans les affaires pour lesquelles Anne Bouillon a dû plaider par une histoire dont la plaignante n'a pas pu s'asseoir du côté des victimes car son mari l'a assassinée à coups de carabine avant d'appeler la gendarmerie pour se rendre. Dans l'album, elle s'appelle Djeneba, elle est née au Mali, et c'est là-bas qu'elle va y rencontrer un certain Jean-Paul Gouzou, de 30 ans son aîné, homme avec qui elle va se marier et avoir 3 enfants. Violent au quotidien avec elle, la rabaissant et l'humiliant, il va finir par la tuer quand cette dernière va vouloir reprendre sa liberté et faire ses propres choix. Et des histoires comme celle-ci, il y en a malheureusement plusieurs dans cet ouvrage où Anne Bouillon sert de fil rouge, elle que le dessin de Lison Fernet représente toujours active et dynamique, défendant avec cœur et conviction ces femmes que la violence des hommes abîme ou tue. Bref, vous aurez bien compris que les portraits que Lison Fernet met en dessin, ce sont potentiellement vos sœurs, vos filles, vos mères, des femmes qui n'ont eu comme simple tort que de tomber sur le mauvais homme, celui qui a fait de la violence son mode d'interaction avec l'autre et qui parfois ne comprend pas les rappels à l'ordre de la justice. Le dessin participe grandement à l'intérêt de cet ouvrage qui nous fait passer d'un cas à un autre et qui ne rend pas forcément fier d'être un homme, même s'il est vraiment nécessaire d'en découvrir ces différents récits. Que ce soit le scénario de Charlotte Rothman, bien construit, qui rend l'ouvrage facile à suivre, le dessin simple et expressif de Lison Fernet, ou encore les couleurs bien à propos de Juliette Vaste, tout est réuni ici pour passer un moment de lecture intense qui prête forcément à réfléchir. Ce sont aux éditions Stenkies que nous devons cet ouvrage nécessaire, sorti le 31 octobre dernier en librairie, une bande dessinée captivante dont je ne saurais trop recommander la lecture. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition en intégrale de L'espoir malgré tout, le Spirou que l'on doit au très talentueux Émile Bravo, une série que je qualifierais d'incontournable, que vous avez ici rassemblé dans un seul volume. Personnage apparu en 1938 dans le journal du même nom, Émile Bravo s'empare de cette période pour imaginer le jeune groom pris dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale dans une histoire qui s'étend en 4 albums, plus un prologue baptisé Journal d'un ingénu. L'ingénu en question, c'est justement le jeune Spirou, figure de l'innocence et d'une certaine naïveté, il est guidé par un certain sens de l'humanisme et un courage qui va se déployer ici dans les 352 pages de cet album. Quand le récit démarre, nous sommes en janvier 1940 et la capitale belge s'attend à être envahie par l'armée allemande, le froid d'un hiver très rude et la perspective de tomber entre les mains des nazis ne réjouit pas vraiment les habitants de Bruxelles. Avec tout son esprit apparent de bravoure et une certaine forfanterie, Fantasio s'est engagé dans l'armée belge et compte bien mettre en déroute les Allemands, aidés par les Français et les Anglais. De son côté, Spirou essaye tant bien que mal de continuer de vivre une vie normale, mais bientôt la quiétude ordinaire laissera place à la guerre et à un quotidien où la débrouille pour survivre deviendra la norme. C'est en rencontrant le couple d'artistes Félix Nussbaum et sa femme Melka que Spirou va perdre peu à peu de cette naïveté caractéristique et découvrir le sort que le régime nazi réserve au peuple juif durant cette période. Jeune homme pris dans les affres de la guerre, que l'on va voir grandir au fur et à mesure des pages qui se tournent, L'espoir malgré tout est déjà une œuvre majeure tant elle sait allier avec brio un scénario intelligent et captivant en mettant en scène un personnage iconique du 9e art sans le dénaturer. Se gardant bien de présenter des personnages manichéens et une situation convenue, Émile Bravo n'a pas hésité à laisser une certaine autonomie à des personnages qui ne cessent de nous surprendre tout au long de ce récit qui nous entraînera jusqu'à la libération.
Dans un style ligne claire avec un dessin précis et fouillé, Émile Bravo nous embarque dans une période qu'il sait parfaitement bien retranscrire ici, jusque dans le choix des couleurs avec un camailleux de gris et de marron qui dominent ici. Avec cet ouvrage, c'est l'occasion de redécouvrir l'intégralité de cette histoire, un album arrivé en librairie le 31 octobre dernier aux éditions Dupuis, et comme je le disais plus en avant, un titre qu'il faut absolument posséder dans sa BD Tech. Ainsi se termine ce 187e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à la troisième caméra, titre vraiment passionnant que l'on doit au scénario de Cédric Apicyan, au dessin de Didier Rodier, et c'est sorti chez Glénat dans la collection Millefeuille. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Bulleur en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebulleur.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 2 décembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.